sur les mondes désenchantés, où nous avons quand même le grand honneur d'accueillir, j'espère que l'expression ne vous choquera pas trop, 2 monuments de la science-fiction française. Et un peu croulant. Non, au sens où ils ont déjà une très grande œuvre derrière eux. Donc ici Philippe Curval, qui a publié sa première nouvelle donc, en 1959, 5, voilà, et son premier roman, La fleur de Vénus, en 1960, qui depuis n'a pas arrêté. En 1962, donc, il a eu le prix Jules Verne pour Le Ressac de l'espace, il a eu le Grand Prix de l'imaginaire en 1975 pour L'homme à rebours, et il a été le premier Français à avoir le prestigieux prix Apollo en 1977 pour cette chère humanité. Et dans ces romans, donc, il y a souvent des thématiques qui reviennent sur, vous me corrigerez pareil si je me trompe, ce que l'homme ou l'humain fait subir à son environnement, à sa société, et c'est pas toujours, comment dire, très joyeux et très positif. Non, c'est plutôt ce que la technologie que les hommes créent transforme la société. C'est par là que ça fonctionne, plutôt qu'à l'envers. Parce que sinon, l'homme, lui, il est souvent victime, parce que finalement, ce n'est pas lui qui, la plupart du temps, construit la technologie. Donc, il y a quelques individus qui, effectivement, maîtrisent les transformations de la société sans le savoir, ce qu'on appelle le progrès scientifique. Mais par contre, il y a beaucoup de victimes et beaucoup de gens qui en profitent. Et donc, à ma droite ici, Jean-Pierre Andrevon, qui a publié sa première nouvelle dans le magazine Fiction, donc très belle revue dont certains ont peut-être entendu parler, en 68. En mai 68, attention. Donc ça a une importance particulière, je suppose. Absolument, absolument. Je suis très fier de cette coïncidence. Le micro ne marche pas. Hein. Il y a un bouton. Comme ça Ah oui, d'accord. Je suis totalement nul en technique, en technologie et en tout, voilà. Mais je te laisse continuer parce que tu as beaucoup de choses à dire sur Ah non, mais au contraire, c'est quand même un peu votre table ronde. Et qui ensuite s'est mis à écrire des romans, qu'on ne compte plus ou presque, essentiellement au début chez De Noël et Fleuve Noir, qui sont pareils, donc 2 très beaux endroits pour faire de la science-fiction. Et son premier roman, donc en 69, Les Hommes-Machines contre Gandhar, donnera par la suite l'un des fleurons du cinéma d'animation français, qui est évidemment Gandhar. Ça parlera peut-être à certains dans cette salle, sinon franchement c'est un classique qui depuis ne cesse d'influencer la science-fiction en littérature, au cinéma, jetez-vous dessus. Voilà, ça existe en DVD. Et on peut même la voir sur internet, il suffit que taper Gandhar et on a la version intégrale, voilà. Et je touche pas un centime dessus. Donc en 1983, il publie la première édition du Travail du Furet, dont là vous avez la dernière réédition à l'heure actuelle, qui est, je pense, l'un des romans dont on va parler lors de cette table ronde, qui est une dystopie, on peut dire comme ça. Et en 1990, il a été le Grand Prix de science-fiction française pour Sucrane. Chokran. Merci. Et qui parle de thématiques qui ont des résonances encore très actuelles aujourd'hui. Pareil. Je vous laisse développer maintenant ou plus tard. Non, je sais pas, oui. Je sais pas quoi dire en fait. Hein. Le sujet de cette table ronde, ou carrée ou rectangulaire, les mondes désenchantés, c'est vrai que ça a couru dans tout ce que j'ai écrit depuis le tout début, puisque ma toute première nouvelle, donc parue dans le magazine Fiction en mai 68, qui s'appelle La Réserve, c'était déjà un monde post-atomique où je mets en scène une femme avec son bébé qui meurt d'ailleurs très rapidement, de faim, de soif, de déshydratation, tout ce qu'on voudra, courent dans la plaine comme ça, et qui sont chassés par des extraterrestres qui sont arrivés sur la Terre, profitant de l'anéantissement, de l'auto-anéantissement de l'humanité. Et voilà, c'est la mort de l'homme, la mort de la civilisation, la mort de la Terre. C'est une thématique qui ne m'a pas quitté depuis 50 ans ou 55 ans. Donc voilà, je suis très désenchanté, mais je m'enchante en écrivant de ce désenchantement. Voilà ce qu'on peut dire.
Et donc en 2006, vous avez le prix Julia Verlanger pour Le Monde enfin, qui est c'est un cycle de nouvelles sur l'extinction programmée de l'humanité, le disiez-vous. Oui, alors Le Monde enfin, c'est la composition de cette espèce de saga qui est effectivement une suite de 12 nouvelles, vient d'un premier texte que j'ai publié dans un recueil collectif que je partageais avec Philippe Curval, Christine Renard et Michel Jury, qui s'appelle Utopie 75. C'était Gérard Klein qui nous avait demandé de chacun d'écrire une longue nouvelle pour cette thématique-là, Utopie 75. Mais Utopie, je sais pas, je crois que personne n'a réussi vraiment à écrire une véritable utopie, parce que dans la vie ça n'existe pas, dans nos sociétés ça n'existe pas. Et moi déjà, dans cette utopie, je mets en scène le dernier homme sur Terre, qui est un vieillard qui part à cheval, comme ça, il veut mourir au bord de la mer, et il lui arrive des tas d'histoires, il rencontre des petites communautés de survivants, il traverse des villes totalement détruites, où la végétation a repris ses droits, où des animaux se sont échappés des cirques et des zoos se sont multipliés. Donc voilà, mon utopie à moi, en fait, c'était la fin de l'homme. C'est vrai que je trouve que l'homme est une sale bête qui se détruit, qui s'autodétruit, qui détruit la terre. Et un de mes ouvrages dont je me réfère souvent avec humour, c'est un bouquin qui s'appelle de l'ami Yves Pacalet, qui s'appelle L'humanité disparaîtra, bon débarras. Et c'est un peu mon avis. Alors, on va supposer que je sois le seul survivant, bien entendu, quoi. Hein, tout le monde meurt, mais pas bon. Donc, et alors après avoir écrit cette Utopie 75, donc l'histoire de ce dernier homme sur Terre, ou presque, j'ai écrit par la suite d'autres nouvelles qui joignaient un petit peu ce sujet, hein, le post-apocalyptique, avec quelques survivants, notamment une histoire d'un militaire à l'occasion d'une grande épidémie qui est mis au secret en cryogénie dans un bunker, devant se réveiller 50 ans après. Et puis au bout d'un moment, mais très longtemps après, hein, puisque entre 75 et l'an 2000 et quelques, il s'est passé du temps, 25-30 ans, je me suis dit que là j'avais de quoi remplir une espèce de saga sur la fin progressive de l'humanité qui s'éteint non pas après une catastrophe genre nucléaire par exemple, ou climatique, mais simplement à cause d'une épidémie avec des virus qui mutent peu à peu, qui deviennent de plus en plus dangereux et qui éradiquent une part de plus en plus grande de la Terre. Donc j'ai réuni les quelques nouvelles que j'avais déjà écrites, j'en ai écrit d'autres inédites pour remplir les trous, et j'ai fait comme ça cette espèce de panorama de la fin de l'homme qui commence avec les prémices de l'épidémie, et puis qui se termine où il n'y a plus que 4 couples qui peut-être ou pas rempliront la Terre à nouveau. Bon voilà, ça s'appelle Le Monde enfin, et j'avoue que si j'avais un ouvrage de moi à emporter sur mon île déserte, ça serait celui-là, voilà. Je dis ça en toute immodestie, mais c'est vrai, quoi. On peut être content de ce qu'on fait de temps en temps, il n'y a pas de mal à ça. Parce que finalement, dans vos romans, j'ai l'impression, l'homme, la technologie désenchante le monde, mais la nature reste un enchantement. Moi, je ne suis pas du tout dans la même veine que Jean-Pierre. Pendant longtemps, ça m'a affronté violemment. Maintenant, avec le temps, notre affrontement a pris une autre forme. Mais finalement, bon, j'en suis arrivé à la conclusion que l'homme est parfaitement inutile. Donc il faut bien dire qu'il ne sert strictement à rien. Sur la planète, bon, il n'est pas plus qu'un insecte, plus que n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai abouti aujourd'hui. Mais par ailleurs, je suis très optimiste et je pense que le fait de vivre est un enchantement. Et donc, j'essaye de montrer à travers mes romans, justement, comment on peut se désenchanter par rapport à la vie qui vous est offerte et qui est quand même une chose absolument admirable, à travers laquelle on peut découvrir des mondes extraordinaires, faire marcher son esprit, tout ça dans une inutilité absolue. Mais naturellement, c'est quand même avant tout un des privilèges de l'esprit humain, c'est d'inventer, de rechercher, d'explorer, de vivre, de transformer la réalité. Et donc finalement, les romans qui m'ont fait venir au désenchantement, ce sont plutôt des lieux.
En ce sens que, par exemple, j'ai écrit il y a un certain nombre d'années un roman qui s'appelle « Il y a quelqu'un » qui était à l'époque, justement, dans les années 70, où, sous la présidence de M. Pompidou, Paris disparaissait, c'est-à-dire qu'il détruisait les quartiers entiers, il transformait les rives de la Seine en autoroute, il détruisait des marchés, il était complètement compromis dans une histoire épouvantable parce qu'il était entouré de gens qui aimaient la corruption, et j'avais écrit un roman où un personnage traverse Paris. C'est un personnage qui est un alcoolique invétéré, mais qui a un sens du Paris d'autrefois, c'est-à-dire le Paris qu'il a vécu quand j'avais, moi, quelques années, c'est-à-dire il y a 80 ans, plus de 80 ans de ça. Donc, j'ai voulu dans ce roman montrer justement quel désenchantement pouvait prouver à quelqu'un qui avait vécu une époque extraordinaire où Paris était une ville de province, où chaque quartier était totalement différent les uns des autres, où par exemple la concierge de l'immeuble que j'habitais ici, les Moulineaux, qui m'a d'ailleurs appris à lire, parce qu'elle elle lisait 3 livres par jour, eh bien, je me suis rendu compte que cette concierge n'avait jamais quitté l'endroit où elle était arrivée. Elle était arrivée d'Auvergne, elle était arrivée dans sa loge, elle n'avait pas quitté Paris. Par contre, elle lisait toute la journée. Et donc j'ai voulu montrer ce Paris qui était absolument miraculeux, parce qu'il y avait une vie intérieure d'une richesse infinie, des échanges justement entre les quartiers, une vie profonde et qui a complètement disparu. Bon, elle a changé, elle s'est transformée, elle est devenue une autre vie, contre laquelle je ne me rebelle pas. Mais enfin, donc, ça c'est un livre de désenchantement. Le deuxième livre de désenchantement, c'est celui que j'ai écrit il n'y a pas longtemps. Donc depuis mon enfance, je vais dans la baie de Somme. Et dans cette baie de Somme, pour moi, ça a été vraiment le paradis de l'enfance, le paradis de la jeunesse, le paradis de l'adolescence, des amours, de la liberté, d'horizons fantastiques, d'une mer qui se retire, de sables gigantesques qui m'ont fait écrire un roman qui s'appelle Les Sables de Falun. Et donc finalement, je suis revenu après des tas d'années quand j'ai hérité de la maison de mon père, et j'ai vu que autant la ville n'avait absolument pas changé, ce qui est très rare sur les côtes de France, c'est-à-dire qu'il y avait une côte absolument pareille à celle que j'avais connue dans mon enfance, avec des petites maisons, pas un seul marchand, rien, pas de cirque, vraiment la pureté originelle de la plage telle qu'on pouvait l'imaginer il y a certains siècles. Et donc finalement, j'ai voulu écrire un roman qui s'appelle Juste à temps, qui est une réflexion sur la transformation du monde par la nature elle-même. C'est-à-dire que c'est petit à petit cette baie qui a été malheureusement coupée par les hommes parce qu'ils voulaient récupérer de la terre pour mettre des pâturages et détourner la rivière, le fleuve Somme de son embouchure, a finalement totalement transformé le paysage, et petit à petit c'est ensablé, est devenu on y voit paître les moutons. D'ailleurs on appelle ça la baie de Somme, maintenant j'appelle la baie de Somme. Et donc finalement ça m'a inspiré un roman qui est un roman à la fois fantastique, un roman de science-fiction qui montre comment peut désespérer l'homme devant l'invasion de la nature. Et là c'est exactement le contraire. Dans Paris, j'ai montré que les hommes avaient détruit la ville, et là, enfin détruit l'imaginaire de la ville telle que je l'avais, et là j'ai montré au contraire que la nature pouvait transformer le monde qu'il avait vu naître d'une manière différente. En ce sens qu'il y avait un trou noir qui s'est installé autour de la baie de Somme, et que aux marées qui se succèdent, c'est-à-dire que vous imaginez 17 km de long de sable qui, toutes les 2 fois par jour, se remplissent d'eau et qui reviennent. C'est un paysage admirable avec des lumières sublimes qui vraiment est unique au monde, et petit à petit il s'ensable et la mer monte de moins en moins, les herbes l'envahissent. Donc j'ai imaginé l'avenir de cet endroit qui avait été pour moi un des endroits les plus subtils du monde. Donc ce trou noir amène des marées du temps
autour de ces marées normales, et donc le personnage va être ballotté jusqu'aux origines du 19e siècle, là où justement s'est passé quelque chose d'extraordinaire sur le plan technologique, c'est le fait que au Crotoy, les frères Caudron, qui étaient des paysans de Favière, ont fait les premiers avions français. Et donc sont devenus par la suite une des plus grandes marques d'avions français. Et donc mon personnage va pouvoir retrouver et interroger la naissance de la technologie. Parce que moi, personnellement, je suis passionné par la technologie. Je ne nie pas que le progrès de la science ont des répercussions épouvantables, mais par ailleurs, elles ont aussi amené à l'être humain des avantages considérables. Donc ce roman parle de ça, parle de l'ensablement, parle de la fin d'un paysage magnifique par la nature et en même temps de ce qu'a pu inventer l'homme dans cet endroit exceptionnel. Mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal, parce que vous nous parlez donc de la nature et vous aussi de la technologie, de ce qu'on pouvait faire avec, mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal pour un auteur de science-fiction de finalement nous faire rêver avec la nature, et dans votre cas, j'ai l'impression, en tout cas Jean-Pierre Mandrevon, presque par moments nous faire rêver avec la nature contre la technologie. Finalement, dans Gandhar, il y a une nature sublime dans laquelle on a vraiment envie d'habiter, et il y a ces hommes-machines qui, eux, font beaucoup moins envie quand même au lecteur. Oui, ben c'est le monde dans lequel on vit. Hein. Je veux dire, moi, j'ai grandi, j'ai une jeunesse qui s'est déroulée dans la hantise de la guerre froide, dans les années 50, où on croyait vraiment... moi, je voyais mes parents, je voyais les gens autour de moi, ils avaient peur qu'une guerre atomique arrive, quoi. Et vraiment, ça a failli arriver une ou deux fois, notamment en 62, avec la crise de Cuba, avec les navires soviétiques qui voulaient amener des missiles à Cuba. Puis ça s'est peu à peu atténué, mais moi j'ai commencé à écrire la science-fiction sous le plafond là, de cette hantise. C'est vrai que tous mes premiers romans, mes premières nouvelles, je parlais de La Réserve, ma toute première nouvelle publiée, ça parle de ça, quoi, ça parle de la destruction de la Terre. Et quand on pense à la destruction de la Terre, on se dit mais qui l'a détruit? C'est les hommes, bien sûr. Et je pense qu'aucun de nous, à aucun moment de notre existence, on est vraiment innocent. Je ne dis pas qu'on appuie sur un bouton pour faire exploser la bombe atomique, mais quand on prend sa voiture pour faire 2 km et qu'on brûle de l'essence au lieu d'aller à pied ou en vélo, on est coupable un tout petit peu de quelque chose. On parlait avec les amis de végétarisme tout à l'heure, au repas. Il se trouve que je suis végétarien, donc je parle des vies animales et surtout de la souffrance animale. Ceux qui mangent de la viande, c'est-à-dire vous tous, ou presque, ils sont coupables de quelque chose, donc on est toujours coupable de quelque chose. Et il ne faut pas s'étonner après si le ciel vous tombe sur la tête, comme disaient nos ancêtres les Gallo-Romains. Donc voilà, donc moi j'ai toujours écrit cette science-fiction, déjà en santé, je ne sais pas, parce qu'écrire bien sûr c'est un plaisir, et puis on essaye en écrivant de faire plaisir aux lecteurs qui liront des histoires, on l'espère, passionnantes. Mais je ne peux pas envisager, et j'ai jamais envisagé, même plus jeune, même à mes débuts, que le futur était heureux. J'ai toujours eu, malheureusement, la réalité est dû conforter ce pessimisme. C'est un mot que j'aime pas. Souvent on dit, mais Mandrevon, vous êtes très pessimiste. Je dis, mais je suis pas pessimiste, je suis lucide. Et il y a un vieux proverbe russe qui dit, qu'est-ce que c'est qu'un pessimiste? C'est un optimiste qui s'est informé. Et je crois que les gens ne s'informent pas, en fait. On a vécu pendant des dizaines d'années sous la coupe des climato-sceptiques qui ne voulaient pas envisager qu'il y ait un changement climatique, quoi. Ils ne s'informaient pas, mais s'ils s'étaient informés, ils diraient ah ben oui c'est vrai, mais ils ne voulaient pas croire en cette réalité, donc ils ne s'informaient pas, donc ils étaient des climato-sceptiques. Donc toute mon œuvre, je mets ça entre guillemets bien sûr, hein, on est des saltimbanques, on écrit des trucs comme ça pour se faire plaisir, toute mon œuvre part de ça, de cette certitude que le monde il ne va pas vers le meilleur. Alors bien sûr, on meurt moins, mais on meurt moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens se multiplient à une vitesse fabuleuse. En 1900, on était 1,5 milliard, on va vers les 8 milliards maintenant, en l'espace d'à peine plus d'un siècle. On fait quoi? On tue les gens. Alors voilà, j'ai écrit un bouquin où il y a un corps de fonctionnaires qui tue des gens comme ça, parce que vraiment il y a trop de monde sur Terre. Donc voilà quoi, optimiste je ne peux pas l'être. Je suis en fait un auteur de science-fiction qui ne croit pas en la science-fiction. Parce que qu'est-ce que c'est la science-fiction? C'est beaucoup d'histoires d'empires galactiques, de voyages intergalactiques, de voyages à travers les étoiles, les systèmes solaires.
la plus proche étoile, la Proxima Centauri, qui a 4,3 années-lumière, je crois. Notre ami astrophysicien me contredira si je dis des bêtises. À la vitesse où vont les fusées aujourd'hui, il faudrait 30 000 ans pour y arriver. Bon, alors on n'y arrivera pas, quoi, je crois pas. Hein. Donc tout ce pan de la science-fiction qui nous fait rêver et qui est là pour nous faire rêver, effectivement, ça n'existera pas. Et c'est pour ça, précisément, que la science-fiction existe, mais la science-fiction ne crée pas un futur qui arrivera, il crée un futur qui n'arrivera jamais, quoi. Enfin, c'est mon idée, c'est ce que je pense profondément. Oui, parce que finalement, notamment dans vos œuvres les plus récentes, vous faites une science-fiction qui est proche de nous, qui parle de Paris, qui parle de la baie de Somme, vous en avez aussi qui parlent de Marseille. Est-ce que, en parlant de lieux dans lesquels on peut tous aller, vous voulez aussi quelque part transmettre un message au lecteur, peut-être le mettre en garde, ou c'est pas du tout votre projet? Si, c'est-à-dire que finalement, bon, je dis importante en disant que mon œuvre principale, c'est autour de cette chère humanité et de l'ensemble de romans que j'ai écrits sur l'avenir de l'Europe, que j'ai écrit au début 1970, dans lequel je montre que l'Europe va se refermer sur elle-même, qu'on va chasser les immigrés et qu'on va notamment transformer l'univers de l'Europe en quelque chose de calfeutré, de tranquille, de protégé, de façon à être complètement isolé de ce que j'appelle les pays-voies, c'est-à-dire les pays en voie de développement. Donc là, j'ai écrit une série de 3 romans qui sont, au contraire, une vision de l'Europe totalement arrêtée et transformée par l'homme. Or, en réalité, fondamentalement, je suis un Européen totalement convaincu et j'ai vécu, à l'âge de 15 ans, déjà je pensais que le monde était en décadence, que nous étions à la veille de la chute de l'Empire romain. Et donc j'ai pensé que cette Europe pour laquelle j'avais confiance pourrait lutter contre cette décadence qui me tenaillait. Et donc j'ai voulu écrire ces 3 romans pour montrer comment, à partir des débuts du marché européen, puisque mes romans s'articulent autour d'une notion qui s'appelle le Marcom, j'ai voulu montrer comment toutes les erreurs qu'on pouvait éviter étaient en réalité ce qui se produisait. Et donc cette série de romans rentre en pleine réalité aujourd'hui par rapport à ce qui se passe, puisque finalement on chasse les immigrés, l'Europe se referme sur elle-même, on est complètement... Donc ça, j'ai écrit ça il y a environ 47 ans, donc je suis assez content de le voir réapparaître aujourd'hui pour voir que non pas que les écrivains de science-fiction sont des futurologues, mais qu'ils ont quand même, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils sont nés comme ça, mais une espèce de perception de l'avenir qui est un peu différente de celle des autres. Alors, Jean-Pierre, lui, a une perception totalement catastrophique. Moi, je pense que l'homme est totalement inutile, mais puisqu'il existe, pourquoi ne profite-t-il pas de la vie? Pourquoi ne profite-t-il pas de ce qui peut se produire? Pourquoi ne se corrige-t-il pas lui-même? Pourquoi n'évolue-t-il pas assez pour rester la bête qu'il a toujours été? Voilà, ça c'est des problèmes qui m'interpellent en permanence et je n'arrive pas à résoudre le problème, mais la science-fiction est justement pour essayer de montrer comment l'homme peut se transformer. Bon, aujourd'hui, il y a des tas de théories sur l'homme de l'avenir qui, à mon avis, sont souvent désespérées, mais par ailleurs, je pense que, évidemment, la surpopulation est une des pires catastrophes qui ait pu arriver au monde aujourd'hui. Et effectivement, passer de 2 milliards à 10 milliards d'habitants est véritablement une catastrophe planétaire. Oui, on a l'impression, même dans vos livres, Jean-Pierre Andrevon, que même quand on part d'une bonne idée, comme donc dans Le Furet où à la base donc, la maladie a été éradiquée, finalement ça tourne mal quand même. Donc quoi qu'on fasse, on est content. J'en sais rien, mais de toute façon la vie conduit inévitablement vers la mort. Le problème que je partage vraiment avec Philippe Curva, c'est le problème de la surpopulation, quoi. 8 milliards, on sera à 10 milliards, peut-être 12 milliards en 2100. Comment on va faire pour nourrir ces gens? On ne pourra pas.
Il parle de l'Europe qui se referme sur elle-même. L'Europe est en train de se refermer sur elle-même. On commence à construire des murs. Alors les bonnes âmes disent mais les réfugiés, oui, on va les accueillir, il faut les accueillir. On en accueille 100 000, on en accueille 500 000, on en accueille 1 million, mais après, l'Afrique va quadrupler sa population. Je dis pas ça, c'est pas parce que c'est des Africains et qu'ils ont la peau noire, hein, parce que c'est la réalité. L'Afrique va quadrupler sa population en l'an 2100 et c'est un continent qui va rôtir à cause des changements climatiques. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens? Ils vont venir en Europe, 500 millions, 1 milliard, on va leur tirer dessus un coup de canon, on va couler leur bateau. C'est pas une vision raciste, c'est pas une vision idéologique, c'est la réalité qui nous attend. Il ne faut pas être béni oui. Alors quand on a ça à l'esprit, on peut difficilement être optimiste. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui se font, bien sûr qu'il y a des choses qui se font peu à peu. On se rend compte du problème, il y a le problème de l'éducation qui est primordial, bien entendu. On sait que plus on est éduqué, moins on fait d'enfants, mais c'est long, le processus est long, et l'avenir nous court après, quoi. L'avenir nous court aux fesses, et malheureusement l'avenir va plus vite que notre réaction par rapport à l'avenir. Les villes, effectivement, on essaye de faire des villes plus humaines, on les végétalise, pour prendre un terme actuel, on essaie de réintroduire la campagne dans les villes, c'est très bien tout ça, en cultivant, en ménageant des surfaces de culture où chacun peut venir piocher sa tomate ou ses navets, sur les toits notamment. Hein. On sait que si on met une couche d'humus sur les toits, qu'on y fait pousser de l'herbe, des légumes, les bâtiments seront préservés des montées de la température. Mais tout ça, ça va pas vite, quoi. Tout ça, on aurait dû y penser avant. Il y a 50 ans, il y a 100 ans, maintenant on y pense parce qu'on a le futur derrière, mais le futur, encore une fois, va plus vite que nous. Donc voilà, ma science-fiction, elle est faite de ça. Je parlais tout à l'heure que la science-fiction ne prédit pas le futur, elle ne prédit pas le futur si on imagine un futur galactique. Par contre, elle a assez bien vu, malgré tout, le futur au ras du sol, c'est-à-dire concernant notre destinée personnelle, le très très proche avenir, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a des gens très sérieux, Adrastia par exemple, qui est une cellule de recherche sur le futur, qui prédit vraiment le commencement de l'effondrement en 2030. 2030, c'est dans à peine plus de 10 ans. Hein. On ne pourra plus nourrir les gens, parce que les sols s'approvisent, parce qu'ils sont bouffés par les pesticides. Et on fait quoi? On fait rien, quoi. Je veux dire, c'est, hein, on prend des tout petits... des toutes petites parcelles, on recule, on a tous les lobbies sur le dos, les lobbies Monsanto par exemple, on n'arrive pas à l'interdire, quoi, je veux dire, pourquoi, hein? L'extraction des énergies fossiles, là, on va en terminer en quoi déjà? En 2042, c'est ça? Et ça fait 1% de l'énergie de France, donc voilà, on va pas assez vite, quoi, malheureusement. Et qu'est-ce qu'on peut dire à part ça? Moi, je reste sec, alors je continue à écrire des histoires où il n'y a plus qu'une ou deux personnes sur Terre, alors ils ne consomment plus beaucoup, donc c'est très bien. Je suis content. Et finalement, vous écrivez de la science-fiction depuis quelques décennies. Et est-ce que, j'ai l'impression, en tout cas en vous entendant parler, que vous avez déjà une vision du monde qui n'allait pas vers des mondes meilleurs à la base. Est-ce qu'elle est même devenue pire au fil du temps ou pas? Est-ce que finalement, votre évolution... Il y a eu un changement profond, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a deux science-fiction. Il y a quand même une science-fiction un peu celle qu'on écrit, Jean-Pierre et moi, c'est-à-dire qui s'intéresse d'abord à notre avenir, au monde en train de devenir, à notre société, aux gens qui l'habitent, au progrès de la science, aux relations que peuvent avoir ces progrès par rapport à l'évolution de la société. Et puis donc il y a toute une autre science-fiction qui est tournée vers l'espace. Donc en réalité cette science-fiction tournée vers l'espace, elle part quand même d'un principe fondamental, c'est le fait que pour justement échapper au fait que la surpopulation va nous tuer et va dévaster la Terre, la seule solution c'est donc de partir vers l'espace. Alors, bon, il y a deux parties intéressantes là-dedans. C'est d'une part cette idée de colonisation de l'espace qui pour l'instant paraît complètement invraisemblable mais que la science-fiction a résolu par des quantités de systèmes différents, que ce soit les trous de verre, la façon de passer à travers l'espace, d'aller plus vite que la lumière. Et donc
après, tout ce qu'il en ressort, et pourquoi j'ai pas beaucoup écrit le roman, je crois que mon premier roman, Le Ressac de l'espace, était entièrement basé sur une invasion d'extraterrestres, mais pour la première fois, c'était Le Ressac de l'espace, une invasion d'extraterrestres pacifiques, qui n'était jamais auparavant. Tous les écrivains américains, dans la période de l'Amazing jusqu'au moment où j'ai écrit ce roman, ont toujours décrit les extraterrestres qui étaient en train de nous détruire. Donc, peut-être y a-t-il des extraterrestres, si jamais on les rencontre un jour, qui ne seront pas capables de nous détruire. Et dans Le Ressac de l'espace, je montre qu'il y a une espèce de synergie qui s'introduit entre les extraterrestres et les êtres humains. Mais, bizarrement, l'être humain est quelque chose, est un être irréductible. Il est extrêmement agressif, c'est un être violent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a envahi la planète, qu'il a empêché la plupart des espèces de s'épanouir, de transformer la planète en un jardin qui lui appartient, avec des propriétés. C'est une propriété privée de l'être humain. Et cette propriété privée de l'être humain, bon, quand les extraterrestres arrivent, devient véritablement une occasion de conflit. De la même manière, l'autre partie de la science-fiction, c'est les humains ont enfin trouvé le moyen d'aborder des mondes qui sont au-delà de ces possibilités actuelles sur le plan physique, et qui, à ce moment-là, vont essayer de coloniser, parce que finalement, l'idée de colonisation est fondamentalement inscrite dans l'esprit humain. Et c'est parti de la Révolution française, quand on pense que la colonisation est venue du fait qu'on voulait éduquer ces pauvres Africains, leur transmettre la façon dont on fallait vivre, dont il fallait penser l'humanité, dont il fallait respecter l'homme, la femme, etc. Et tout ça s'est terminé par une catastrophe épouvantable qui était totalement naturelle, puisque chaque individu est irréductible et qu'il se rebelle au bout d'un moment où on finit par attaquer ce qui est le fondement de lui-même. Parce que comme chaque individu est totalement différent, même s'ils s'assemblent, ils ont des réactions puissantes par rapport à ce qui peut perturber leur milieu profond. Et en même temps, l'homme est complètement adaptable. Donc c'est pour ça qu'on peut penser qu'un jour, et c'est pour ça que la science-fiction spatiale existe, c'est de penser que, puisqu'on ne peut plus vivre sur Terre, il faut aller dans l'espace. Là, bon, ça donne lieu à une quantité de livres qui sont actuellement le principal ressource de la littérature américaine, dans lequel on voit, malheureusement, au lieu de se poser des problèmes de relativité, de relation plutôt, entre notre pensée et celle des autres, on a toujours des guerres galactiques qui se terminent par des combats sanglants qui n'ont strictement aucun intérêt, alors qu'on aurait pu essayer, comme il se passe en ce moment, c'est-à-dire essayer de concevoir des mentalités différentes entre les êtres et essayer de les comprendre. Et là, le drame de l'humanité, c'est de ne pas essayer de comprendre ce que font les autres. La science-fiction, dans ce qu'elle a de meilleur et dans ce qu'elle a de plus intéressant dans son exploration galactique, c'est la rencontre avec l'extraterrestre et la façon de concevoir deux mentalités différentes, deux formes physiques différentes, et d'essayer de montrer comment tout cela peut arriver à se rassembler. Enfin, quand même de nos jours, dans le space opéra, notamment mainstream, j'ai l'impression qu'il y a au contraire un gros regain du space opéra humaniste, avec par exemple les œuvres de Ken Liu, les derniers films de science-fiction comme Seul sur Mars, qui justement parlent de la confrontation de l'homme avec l'espace pour en tirer quelque chose de positif humainement. Positif humainement, mais il n'y a pas d'extraterrestres. Le problème, c'est que s'il y a des planètes habitées, il faudra bien trouver un problème une fois qu'on y aura débarqué, si jamais un jour on peut y débarquer. Et c'est ça, tandis que toutes les autres œuvres parlent de l'expansion de l'homme dans l'espace, mais sans réciprocité. Et donc c'est ça qui est important. Si quand même dans le space-up actuel, on parlait par exemple ce midi de Gardien de la Galaxie, il
il y a de l'extraterrestre, il y a de la coexistence pacifique. Oui, là, il y a des extraterrestres. Enfin, disons que c'est quand même pas véritablement le principal sujet de la plupart des romans spatiaux. Et vous, le space opéra, par contre, c'est pas... Alors que finalement, dans l'art, c'était dans l'espace au départ, quand même. Oui, oui, tout à fait. Non, mais on peut écrire aussi des choses auxquelles on ne croit pas du tout, c'est pas le problème, quoi. Tout romancier essaye de faire une intrigue dans un décor qui soit, voilà, qui intéresse le lecteur. Et bien sûr, j'ai fait du space opéra tout en n'en croyant pas, parce qu'encore une fois, je pense qu'on ne pourra jamais aller dans l'espace hors système planétaire. D'une part parce qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, enfin il y aura peut-être un autre Einstein qui nous prouvera le contraire, mais le principe de la relativité, c'est 1924 je crois, ou 1926, on n'est pas allé au-delà jusqu'à présent. Et puis on s'auto-détruira bien avant de pouvoir. Donc tout le reste c'est de l'imagination, et on ne peut pas dire le bon space opéra c'est celui où il y a des extraterrestres pacifiques, et puis le mauvais c'est celui qui a des extraterrestres qui ne le sont pas, quoi. C'est comme l'histoire des chasseurs, il y a les bons chasseurs, ils tirent, mais puis il y a les mauvais chasseurs, ils tirent. Hein. Voilà, c'est un peu ça en fait. Mais toujours on a essayé effectivement, puisqu'on ne veut pas désespérer Billancourt, de créer des extraterrestres plus ou moins pacifiques, encore qu'il y a un exemple que vous connaissez tous, qui est le jour où la Terre s'arrêta, hein, qui est tiré d'une nouvelle, Farewell to the Master, mais qui a donné lieu à un excellent film de Robert Wise en 1951, où il y a effectivement un extraterrestre pacifique qui arrive sur Terre. Alors évidemment, on lui tire dessus, mais comme il est très évolué, il est ressuscité provisoirement. Mais qu'est-ce qu'il dit cet extraterrestre? Il dit, mais attention, si vous continuez avec vos expériences atomiques, vous menacez le paix de l'univers, on vous détruira. Donc, on est bon, mais on est méchant à la fois, quoi. Il y a toujours cette double tentation d'essayer d'instaurer soit une paix soi-même, soit une paix supérieure qui vient d'autre part, quoi. Et ça, il y a les gens qui croient au secours volant, par exemple, qui croient que les extraterrestres bienveillants vont venir nous sauver, en même temps on les attend, puis il ferait bien de se dépêcher, parce qu'ils n'arrivent pas, là. Et voilà, il y a ce mythe comme ça des civilisations. Alors, est-ce que la vie existe dans l'univers? On n'en sait rien. Je ne sais pas si on saura un jour. Est-ce qu'il y a des créatures qui arriveraient à un degré d'évolution qui serait le nôtre ou un peu supérieur au nôtre, qui leur permettrait de voyager entre les systèmes stellaires? On n'en sait vraiment rien. C'est le paradoxe de Fermi. Hein. Pourquoi il y a 100 milliards d'étoiles dans la galaxie et 100 milliards de galaxies, voilà. Et on n'a jamais vu personne. Et si on n'a jamais vu personne, parce que moi je suis persuadé qu'on n'arrivera jamais à voyager entre les systèmes solaires. Mais ça, c'est mon point de vue qui peut n'être pas partagé par tout le monde. Mais c'est ça, quant aux heurts entre les civilisations, il y a toujours des heurts. Je veux dire, la colonisation, l'expansionnisme, ça a toujours existé sur Terre. Je veux dire, ça a commencé avec l'Empire romain, sans doute bien avant. Une civilisation plus évoluée, je mets des guillemets évoluée, a toujours l'intention, et il le fait d'ailleurs, de réprimer, s'approprier les richesses des plus faibles, quoi. Les conquistadors ont annihilé les empires incas aztèques en 50 ans, quoi. C'était très vite fait. Et si des extraterrestres super évolués arriveraient, qui vous dit qu'ils seraient pacifiques? Ils seraient supérieurs à nous, donc ils nous conquéreraient, ils auraient l'intention de nous exterminer pour s'approprier nos richesses ou la planète ou quoi que ce soit. Donc en fait tout ça on n'en sait rien. Le problème, la seule vérité c'est qu'on n'en sait rien. On avance en aveugle vers un avenir qu'on ne peut pas deviner, mais ça nous permet d'écrire des histoires. Voilà. Alors elles sont plus pessimistes, plus optimistes, plus folkloriques, etc. En fait on fait ce qu'on veut, quoi. C'est le paradoxe et la grandeur très, très aléatoire et très éphémère de l'écrivain, c'est quoi? Il raconte ce qu'il a envie de raconter, quoi. Même dans un de vos derniers romans, vous avez pris finalement un thème vraiment cinéma de genre profond, qui est le zombie, et la figure du zombie, l'histoire de zombie qu'on voit beaucoup au cinéma, et vous en faites votre propre histoire. Donc je pense pas que vous croyez que demain les zombies vont nous décimer. Je ne crois pas non plus aux zombies, non, pas plus qu'aux voyages interstellaires. Mais oui, alors là, comme je suis un passionné de cinéma et que j'aime comme tout le monde des films de zombies, il y en a des plus ou moins bons, j'ai dit je vais écrire une histoire de zombies, mais qui est aussi
une espèce de métaphore de ce qui peut nous arriver, de ce qui peut nous détruire. Alors, ça peut être des extraterrestres, ça peut être des morts vivants, ça peut être ce qu'on veut, qui peut être une métaphore effectivement des périls climatiques qui nous guettent. Et donc voilà, là c'est typiquement l'histoire de roman que j'ai écrit pour me faire plaisir, puis dans un second degré, faire plaisir au lecteur, en piochant dans le pur archétype qui est l'invasion zombie. Alors j'ai essayé effectivement de lui donner un petit côté science-fiction en pensant que la Terre, qui est la Terre bouge, le système solaire fait une rotation complète à travers la galaxie. Il arrive dans une zone, ce que j'ai appelé la nécrozone, où voilà, qui est une zone qui permet aux morts de ressusciter. Mais ça, j'y crois pas une seconde, je l'ai simplement fait pour que mon roman tienne debout, que voilà, c'est tout. Donc c'est un roman peut-être assez terrifiant, que j'ai écrit par pur plaisir, et qui néanmoins se termine par la fin de l'homme. Voilà. Rien de nouveau chez moi. Et donc vous, c'est pas du zombie, en tout cas vous n'avez pas fait de zombie de ce que j'ai vu, je me trompe. Par contre vous avez notamment des robots dans vos livres aussi. Et pareil, en gros, quand il y a des robots, globalement ça se passe pas bien. Oui, justement, dans la même veine de ce que j'avais fait avec cette chère humanité et l'ensemble de l'Europe après la pluie, j'ai recommencé il y a une dizaine d'années, avant qu'on ne parle du revenu universel, à montrer ce que pourrait être justement l'avenir avec l'intelligence artificielle toute puissante, les robots remplaçant la plupart des travaux de l'homme. Ça s'appelle l'Otard Blues. Dans ce l'Otard Blues, justement, c'est un peu tout, il y a 20 ans que je l'ai conçu, c'est un peu tout ce qui est en train de se produire, tout ce qui va se produire. C'est-à-dire que à partir du moment où un grand nombre d'intellectuels à travers le monde entier montrent que l'intelligence artificielle va finalement empêcher l'être humain d'exister, de supprimer tous les emplois et de le précipiter dans la catastrophe. Donc dans l'Otard Blues, j'ai montré un peu ce qui se produit à partir de ce que j'ai appelé les années de chien, un moment où il ne s'est plus rien passé, où probablement un jour il va y avoir une révolution globale qui est à mon avis obligatoire et dans lequel le monde va certainement changer, un peu comme la Révolution française l'a faite à l'époque, et maintenant ça sera la Révolution mondiale. Et donc après cette Révolution mondiale, il se trouve que bon, les parents ne savent plus s'occuper de leurs enfants, et on invente des robots qui sont bien plus intelligents que l'homme, et qui enseignent aux enfants à exister, et à vivre, et à s'adapter à l'environnement. Et peu à peu, donc après, on invente une deuxième sorte de robot qui remplace l'être humain et qui travaille à sa place. Donc qu'est-ce qui se passe au bout de ce moment-là? C'est que les gens travaillent 4 heures par jour, 4 jours par semaine. Donc il y a une immense hypothèse de loisir, et l'interrogation suprême que chacun peut se poser aujourd'hui, c'est si vous disposez, compte tenu de l'éducation que vous avez reçue, chacun d'une manière différente, qu'est-ce que vous ferez si vous disposez de la plupart du temps de votre temps? Et donc là, il se trouve que finalement, comme les gens n'ont pas été assez éduqués, finalement, la seule chose qui se passe, c'est le loisir, le sport, le cinéma, donc plus personne ne fait grand-chose, et le monde se désespère. Alors là, il y a évidemment quelque chose qui se produit, c'est une réaction. C'est d'une part un anarchiste fondamental, lambertiste, trotskiste dans son esprit, qui décide qu'il faut supprimer définitivement le travail et donc laisser l'être humain capable de survivre au péché mortel, parce que le péché mortel, c'est le travail. Et par ailleurs, il y a quelqu'un d'extrême droite à l'envers qui au contraire dit il faut revenir complètement au temps préhistorique où il faut travailler toute la journée, ne pas penser et ne pas inventer quoi que ce soit, donc simplement être un être parmi les autres. Donc ce roman, l'Otard Blues, est un peu une image complètement science-fictive, c'est-à-dire spéculative par rapport à ce qui peut se passer si on ne se met plus à travailler, si les robots nous remplacent et si l'homme ne trouve pas de solution pour le remplacer. Alors,
on s'approche un peu de la fin de cette table ronde parce que je vais peut-être laisser un peu de temps pour les questions. Juste peut-être une dernière question à nos auteurs qui je pense intéressera aussi des gens dans le public. Si vous pouvez nous en parler. Et maintenant, sur quoi êtes-vous en train de travailler? Je fais toujours beaucoup de choses à la fois. Hein. Mais effectivement, je suis en train de travailler, non seulement de travailler, mais d'être en passe de terminer un roman qui est à la fois une politique fiction, une uchronie, j'appelle ça une uchronie régressive, puisque ça se passe en 1988. Et pourquoi ça se passe en 1988? Parce qu'à l'époque, la France nucléarisée avait un site qui s'appelle le plateau d'Albion, où partaient la plupart des missiles. Et comme c'est une espèce de politique fiction qui a, suite à des tas d'incidents et d'erreurs, se termine par une guerre atomique, voilà, je fais partir les fusées françaises du plateau d'Albion. Voilà. C'est un roman un peu sarcastique, un peu d'humour noir, et donc politique fiction qui se terminera très mal. Mais qui sera plaisant à lire donc. J'espère, oui. Bon, moi, j'ai d'une part consacré une partie de mon temps à réaliser cette œuvre qui est un condensé de 60 ans de mes nouvelles, donc qui a été très difficile à choisir parce que entre mon éditeur, la personne qui était censée choisir et moi-même, il y avait des combats assez hard. Enfin, finalement, on est arrivé à ce livre qui résume à peu près tout ce que j'ai voulu écrire dans tous les sens. Il y a aussi à la fois de la fantastique, du fantastique, de la science-fiction, de la spéculative fiction, de l'humour noir, enfin toutes sortes de choses. Enfin, parallèlement à ça, j'ai écrit l'année dernière un roman. J'ai été invité par une fondation américaine à Venise pendant 2 mois pour écrire un roman. Et donc, comme j'écris beaucoup mes romans à partir de photos, donc j'ai passé 2 mois à Venise à faire des photos et à écrire un roman. Et ce roman, il se place autour de ce qui a été très important pour moi, c'est-à-dire la vie avec ma femme pendant 55 ans, qui est morte il y a 2 ans, et qui était critique d'art. Et donc c'est un roman sur l'art, mais un art particulier puisque c'est art terroriste. Il y a un artiste peintre fou qui a inventé d'ailleurs des tas de choses tout à fait bizarres, comme les concepts morphologiques interactifs, qui sont des espèces d'êtres bizarres qu'on ne comprend pas tellement. Et il invente l'art terroriste qu'il essaye d'appliquer à Venise. Et donc Venise s'enflamme sous ces braises de l'invention de l'art. Et c'est à travers l'art que je montre comment on peut aussi transformer le monde. Et parce que finalement c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent. Actuellement l'art contemporain que je connais très très bien, puisque bon, d'une part mon grand-père, mon père, mes 2 oncles, mon père ont été galeristes, et qu'après donc j'ai bien connu ça, et que ma femme donc a longtemps été critique d'art. Donc c'est un sujet que je maîtrise bien dans l'ensemble, et en particulier l'art contemporain que la plupart des gens ignorent et ne savent pas vers où il se dirige, pourquoi il existe, à quoi il sert, etc. Donc c'est une quantité de choses à laquelle je cherche à répondre à travers ce roman, qui est quand même un roman d'aventure assez biscornu, bizarre, étrange et transversal. Donc j'espère qu'il va paraître, enfin je suis sûr qu'il va apparaître l'année prochaine, à la fin de l'année. Et ça s'appelle, au début ça s'appelait « On ne sait pas comment ça commence, mais on sait comment ça finit ». C'était un peu trop long, donc maintenant ça s'appelle e-cortex, puisque le héros principal a une puce greffée dans la tête et qu'il fait un blog permanent, c'est-à-dire un roblog. Voilà, bon, en plus vous avez eu un petit aperçu de l'avenir, ce qui pour une table ronde sur la science-fiction, je pense que c'était une bonne manière de clore cela. Donc on a un petit peu de temps pour les questions encore, je crois. Voilà, donc on a un petit peu de temps pour les questions du public. Je voulais vous poser une question à la base à tous les deux, mais vous, du coup, vous y avez répondu, Philippe. Qu'est-ce que vous pensez, Jean-Pierre, du transhumanisme? Parce que vous parlez beaucoup du futur, et c'est un futur qui potentiellement peut nous attendre. Donc vous pensez que ça va mener à la catastrophe, ou plutôt que ça va pouvoir donner du sursis à l'humanité? Bah, moi j'en sais rien, qu'est-ce qu'on attend par le transhumanisme, quoi? Si
Quand on a une jambe coupée, on est bien content d'avoir une jambe de bois. Quand on n'y voit pas, on est bien content d'avoir des lunettes. Jusqu'où on va, quoi, à la robotisation complète de l'humanité, moi j'en sais rien. Je veux dire, ça c'est à la fois un fantasme un peu stupide, et en même temps on veut toujours s'améliorer, c'est sûr. Mais c'est comme la transformation du travail par les robots. Il y a de plus en plus de robots qui prennent la place des travailleurs. On en fait quoi des travailleurs? On les laisse crever ou on leur donne le revenu universel qui est cher à Philippe comme à moi? On n'en sait rien, quoi. Et le transhumanisme, c'est pour vivre plus longtemps. Mais vivre plus longtemps, ça veut dire quoi? Il faut plus faire d'enfants. Alors on ne peut pas continuer à vivre jusqu'à 300 ans, 400 ans et continuer à faire autant d'enfants parce que la Terre explose déjà. Elle va exploser encore plus. Alors c'est vraiment le paradoxe de ce qu'on appelle le progrès. Là encore, je mets des guillemets. Il y a une face blanche, une face noire, quoi. Moi, je sais pas. Jusqu'à quand on peut continuer à transformer l'homme et jusqu'à quand l'homme pourra continuer à s'appeler vraiment humain s'il est vraiment transformé, s'il y a une somme de prothèses métalliques, de puces, etc. Je veux dire. Encore une fois, je suis quelqu'un qui ne croit pas au futur. Moi, comme j'entends qu'on se fait greffer une puce qui vous mettra en correspondance avec votre frigidaire, qui vous dira mais il faut que tu achètes du lait, moi ça me fait marrer. Bon, je n'y crois pas, quoi. Merci. Donc une question pour Philippe. Philippe, quand vous avez évoqué la baie de Somme, moi j'ai tout de suite pensé, alors peut-être que c'est une de vos lectures, je ne sais pas, à Ballard et notamment à Sécheresse. C'est-à-dire qu'on a une science-fiction peut-être un peu poétisée, poétique. Donc est-ce que dans ce roman, vous aviez aussi ces images-là? Parce que vous travaillez à partir des photos, justement. C'est intéressant peut-être ce rapport à l'image. Oui, ce rapport à l'image est très important parce que finalement, il y a 3 phases. C'est-à-dire que si on prépare un roman, comme par exemple un des premiers romans que j'ai écrit, qui est un roman de littérature générale, mais enfin qui est quand même complètement pataphysique, tout moins spéculatif, qui s'appelle Attention les yeux. Donc c'est un roman que j'ai commencé par écrire, j'ai fait le synopsis global, et après je suis allé sur place photographier tous les endroits où se passaient les principales péripéties du roman. Et finalement, à l'endroit où j'étais, il y avait des personnages. Et curieusement, comme c'était peut-être un effet de la mode, donc il y avait une de mes héroïnes qui, chaque fois qu'il y a sur au moins 50 photos sur les 500 que j'ai prises, elle était là. C'était pas la même, mais elle avait le même vêtement, le même habit, la même façon d'être. Donc ça m'a beaucoup interrogé à l'époque. Et alors après, donc on a une deuxième vision, c'est-à-dire quand on tire soi-même les photos, puisque j'ai été photographe pendant longtemps, donc on voit apparaître l'image qu'on a photographiée et avec laquelle on avait une idée de ce que ça pouvait être. Et donc on la voit apparaître quelque chose de différent de ce qu'on avait pensé. Puis enfin, après, au moment d'écrire, on synthétise ces 3 éléments et finalement on arrive à une description différente. Mais en ce qui concerne la baie de Somme, c'est assez différent parce que c'est quelque chose qui m'est profondément ancré dans le corps. Étant donné que j'y suis pratiquement né, mes parents m'ont dit avant de mourir que j'étais né un soir d'orage, que j'ai été fabriqué un soir d'orage à cet endroit-là. Donc finalement, c'est quelque chose qui est complètement incorporé à l'intérieur de mon corps et que ma femme adorait particulièrement puisque je ne voulais pas y revenir et elle m'a forcé à y être et je suis très content d'y être. Et c'est quand même vraiment très important de montrer comment justement la nature peut aussi attaquer le principe de ce qu'a pu construire l'homme. Et en réalité d'ailleurs, il y a une espèce de synergie bizarre entre le fait que, comme je le disais tout à l'heure, les êtres humains ont voulu changer cette baie, ils l'ont instrumentalisée en la coupant, dérivant le fleuve, etc. Et finalement, en arrivant à ça, ils arrivent à ce que fait la nature en contrepartie, à la boucher, à la fermer, à l'interdire, à l'ensabler, à la couvrir de verdure. Et donc là, il y a quelque chose de très intéressant à travers ce roman, c'est de montrer comment l'action de l'homme peut produire, dans un premier temps, sur la nature, un résultat intéressant pour la plupart des gens qui vivent dans l'instant, et que dans un deuxième temps, la nature se venge. Mais je ne pense pas que fondamentalement, il y a un esprit de la nature
qui se venge, mais que c'est simplement parce que c'est fondamentalement l'être humain n'est pas grand-chose sur Terre. Merci. On a le temps pour une dernière question très courte. Au fond, voilà. Merci. Vous m'avez interpellé par le fait que vous disiez que l'homme n'est pas utile. Moi, je pars du principe que si la nature existe, sous toutes ses formes, il y a une raison. Peu importe laquelle cette raison. Maintenant, si l'homme n'est pas utile, le reste est inutile aussi. À ce moment-là, la vie n'a pas de sens. Donc, peut-être une question philosophique, mais je n'irai pas jusqu'à dire que l'homme est inutile. L'homme a évolué, il a marché à pied, il a inventé la roue, il a inventé tout un tas de choses. Je crois en l'avenir de l'homme, galactique ou pas, je ne sais pas. Mais quand on voit ce qu'on connaît actuellement, tout ce que j'appellerais le visible, avec des instruments, avec les sens, ce qu'on veut, je pense qu'il y a 90% de matière noire, d'énergie noire, ou ce qu'on veut, et tout ce qu'on ne connaît pas. Pour moi, dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, il n'y a pas de limite. Seulement, on n'est peut-être pas encore capable de le voir. Mais je ne pense pas qu'il y a une inutilité de l'homme. Merci. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'homme n'est pas plus utile que le reste des habitants de la Terre. Et simplement, la question fondamentale, c'est pourquoi existe-t-on? Et pourquoi le monde existe? Et donc, ça rejoint complètement la question fondamentale, quoi. C'est-à-dire que l'absurdité du monde pour l'être humain, à moins qu'il croie en Dieu, à partir du moment dans lequel je suis complètement incompatible avec lui, finalement, on ne peut pas arriver à déterminer à quoi sert l'absurdité du monde. Donc à partir du moment où, effectivement, une fourmi n'a pas beaucoup plus d'importance qu'un homme, et réciproquement, ça je suis entièrement d'accord avec vous. Donc je pense qu'effectivement l'homme a inventé un nombre considérable de choses sur lesquelles je suis parfaitement étonné, et je suis tout à fait convaincu que c'est absolument passionnant. Parce que finalement, ce que l'homme a de plus extraordinaire par rapport à l'ensemble de la nature, c'est son imaginaire. Il est indéniable que grâce à l'imaginaire de l'homme peut s'enrichir de conséquences auxquelles ces hommes primitifs n'ont pas pu penser. Mais en dehors de ça, bon, si on croit en Dieu, il est évident qu'on pense qu'il y a une finalité. Si on ne croit pas en Dieu, et si on ne peut pas visiter l'univers, on ne peut décemment pas croire que l'homme est plus utile que n'importe quoi. Et Jean-Pierre Andrevon, un mot là-dessus, ou un mot de conclusion, un mot de la fin? Non, mais il a raison, tout le monde a raison, parce que tout le monde a ses raisons, donc voilà, on croit à ce qu'on a envie de croire, et l'homme effectivement a atteint un sommet très provisoire, c'est le super prédateur, il détruit tout sur son passage, quoi, il faut dire ce qui est. L'homme a conscience de l'existence de la fourmi, mais la fourmi n'a pas conscience de l'existence de l'homme. Et pourquoi, qu'est-ce qui pousse la créature qui s'appelle homme à détruire tout sur son passage et à se détruire lui-même? Si quelqu'un peut répondre à cette question, bravo, mais moi j'en suis incapable. Voilà, là je vois les livres pour la prochaine table ronde qui arrive, donc je pense que c'est une manière gentille de nous mettre dehors. Voilà. Merci à tous.